Aujourd'hui, nous avons une conférence donc de Gérard Gallas sur plastique et élastomère. Alors Gérard Gallas, de formation, c'est un ingénieur de l'École centrale de Lyon, de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs. Son parcours, c'est un parcours à la fois d'ingénieur, d'industriel, d'homme au service de l'innovation industrielle et de directeur de recherche. Donc il a le profil, si vous voulez, que nous avons cherché recherché pour cette série sur les matériaux, c'est-à-dire des gens qui soient à la fois dans la connaissance et en même temps dans la pratique industrielle. Alors, son parcours, il a été d'abord ingénieur d'études dans différentes sociétés, chef du service d'études et développement de la Compagnie des produits industriels de l'Ouest, administrateur de la Fédération de la plasturgie de 88 à 93, président de l'Association française pour l'analyse de la valeur, etc., etc. Et puis, depuis 90, il a été directeur de la recherche et président du groupement d'intérêt économique Recherche avancée, Synergie, de 97 à 99, administrateur de l'Institut pour la compétitivité automobile et la recherche de l'excellence, et depuis 2000, il est directeur général du laboratoire de recherche et de contrôle des caoutchoucs et plastiques et de l'Institut de formation au métier du caoutchouc à Vitry-sur-Seine. Il est président, accessoirement, de l'IUT, d'un IUT à Nantes. Donc, vous voyez, toujours ce mélange et cette relation entre industrie, recherche et enseignement. Spécialité, évidemment, les matériaux caoutchouc plastique, les problèmes d'isolation vibratoire et acoustique, domaine d'application des caoutchoucs. Il est membre de nombreuses associations. Ses publications dans des articles dans des revues spécialisées, comme on dit, et puis aussi ça ne sont pas des publications, mais des sortes de publications, aussi des brevets sur des composants en caoutchouc ou en plastique. Alors je lui donne la parole pour une cinquantaine de minutes, et puis ensuite vous lui poserez vos questions. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je ne sais pas si le son est suffisant. Le thème général de ces modules de formation s'intitule « Matériaux en tout genre, l'ancien et le nouveau ». Ça s'applique très bien à la présentation de ce soir parce que le caoutchouc, bien sûr le caoutchouc naturel en particulier, est un matériau extrêmement ancien, même si aujourd'hui il est toujours très utilisé et il n'a pas encore donné tout ce qu'on peut en attendre. Les matériaux plastiques, par contre, sont des matériaux que l'on peut classer parmi les matériaux modernes. Alors le thème plastique et élastomère, on le verra, n'est pas tout à fait un thème puriste. On précisera un peu mieux le thème par la suite. On ne parlera pas beaucoup des fibres, car je crois que vous avez eu une conférence uniquement ciblée sur les fibres et les textiles. Je dirai ici ou là un mot des fibres, mais essentiellement comme charge des matériaux plastiques ou des matériaux caoutchouc. Alors, si vous le voulez bien, comme on est à l'université, on va passer d'abord par le collège et le lycée et essayer de vous rappeler ce qu'on a pu vous enseigner à cette époque-là sur les trois états de la matière. Alors, on considère, je n'apprendrai pas grand-chose à la plupart d'entre vous, que la matière est sous trois formes. Une forme dite solide, où en général on a affaire à un empilement ordonné de molécules, à une forme dite liquide, où l'empilement est classé comme désordonné. Je ne sais pas faire mieux. Et une forme dite gazeuse, où cette fois-ci les molécules sont chacune dans leur coin, se déplaçant à très grande vitesse et avec très peu d'interaction entre elles. Alors, les matériaux dont on va parler ce soir, ils vont se situer un petit peu entre ces deux-là, c'est-à-dire on va osciller entre un solide élastique et un liquide pâteux, passant de l'un à l'autre en fonction de la température et de la pression. Il est évident, et ça vous le savez, que la température qui correspond à l'agitation moléculaire de toute la structure va nous permettre de passer en particulier de l'état solide
à l'état liquide. Et c'est ce qui va permettre la mise en forme, la transformation de ces matériaux et donc d'obtenir des produits avec ces matériaux. Alors, on considère également que quand la structure solide est parfaitement ordonnée dans l'espace, avec ce qu'on appelle une structure cristalline, c'est ce qu'on va trouver par exemple avec l'eau, mais aussi avec les métaux, on sait que dans ce cas, la fusion est en général une fusion franche, c'est-à-dire qu'à une température donnée, on passe brutalement de l'état solide à l'état liquide, et vice-versa. Dans le cas où on passe par des états, disons, progressifs de l'état proprement solide à l'état liquide, on va parler de structure amorphe, c'est-à-dire que les molécules ne sont pas ordonnées aussi bien dans l'espace. Le problème avec les matériaux du type matériaux plastiques, c'est qu'on est très souvent assis entre les deux, c'est-à-dire que le même matériau présente des phases de nature cristalline et des phases de nature amorphe. Une autre notion qu'il faut introduire très vite, c'est la notion d'élasticité et de plasticité. Alors, l'élasticité, c'est quoi? Si je prends un morceau d'un matériau élastique, que je tire dessus, je l'allonge d'une certaine longueur, en le soumettant à une certaine force, eh bien, le déplacement va correspondre, le déplacement va correspondre à la déformation liée à la rigidité, ce qu'on va appeler la rigidité du matériau. On peut très bien exercer cet effort dans une autre direction, par exemple en cisaillement, et définir ainsi un coefficient qui est le rapport entre la contrainte exercée et la déformation relative. C'est ce qu'on appelle le module de cisaillement. Alors, ces deux notions, cette notion d'élasticité suppose que quand on supprime la sollicitation, la contrainte, le matériau revienne à son état initial. Si jamais on se retrouvait avec une déformation que l'on dit rémanente, c'est-à-dire qui va subsister après la suppression de l'effort, on va parler de plasticité, c'est-à-dire que le matériau est un matériau plastique et conserve la mémoire de la déformation qu'on lui a fait subir. Il est évident que ces deux notions vont complètement caractériser la grande famille de ce qu'on va appeler les polymères. Généralement, on relie ces notions d'élasticité à la dureté. Il y a effectivement une relation assez directe entre la dureté du matériau et son élasticité. Mais ce n'est pas vraiment une relation de proportionnalité simple. On conçoit bien qu'une céramique soit très dure et très rigide, qu'un métal soit plus dur et plus rigide qu'un plastique, mais malgré tout, il n'y a pas une relation directe entre dureté et élasticité. Un métal peut être élastique, il existe assez de ressorts métalliques, mais il est également plastique, sinon on ne pourrait pas faire de caisse de voiture et on ne pourrait pas faire de l'emboutissage. Alors, si l'on aborde maintenant un peu cette grande famille que l'on va regarder ce soir, examiner ensemble, la famille des polymères. C'est une des grandes caractéristiques qui peut servir à définir cette famille, indépendamment de toute structure physico-chimique, c'est leur grande variété d'élasticité possible. C'est la seule famille de matériaux qui peut présenter une aussi large gamme de modules d'élasticité. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un polymère? Polymère, c'est le résultat d'une réaction chimique qu'on appelle une polymérisation, où un ensemble de petites molécules, qu'on va appeler des monomères, vont s'accrocher les unes aux autres pour former des grandes molécules linéaires. L'image que je prends souvent, c'est le plat de spaghettis. Et c'est la répétition, si vous voulez, de la réaction chimique qui va se traduire par ces grandes molécules linéaires.
Vous en connaissez un certain nombre, au moins dans le langage courant. Si vous polymérisez du styrène, vous obtiendrez du polystyrène. Si vous polymérisez de l'éthylène, vous obtiendrez du polyéthylène. En pratique, on a affaire à deux grands types de polymérisation. La première, c'est celle qu'on appelle la polymérisation en chaîne. On pourrait prendre un peu comme image, si vous voulez, celle de l'installation d'un train de voyageurs dans une gare, où on va accrocher les wagons les uns derrière les autres jusqu'à former le train. On dira qu'on a affaire à effectivement une polymérisation en chaîne, car les molécules s'accrochent les unes derrière les autres pour former ce qu'on appelle une macromolécule. Il existe également un autre type de polymérisation qui est la polymérisation par polykondensation. On a un troisième type qui est très voisin, qui est la polymérisation par polyaddition. Alors là, si vous voulez, ça se passe un petit peu différemment. On pourrait prendre, au lieu de prendre l'image du train de voyageurs, on pourrait prendre l'image d'un train de marchandises. Vous savez, pour faire des trains de marchandises, on fait des groupages. On groupe 3-4 wagons dans un coin qui proviennent d'un endroit, 2-3 dans un autre, 3-4 dans un troisième endroit, et puis on finit par les raccrocher les uns derrière les autres. C'est un peu l'image de cette polymérisation qui se fait un peu de nature exponentielle, c'est qu'on accroche d'abord 2 wagons et 3 wagons, et puis ça fait des groupes de 5 wagons, et puis on rassemble des groupes de 5 wagons, etc. Donc une espèce de croissance qui ne se fait pas cette fois-ci molécule derrière chaque autre molécule. Ce sont les deux grandes familles de polymérisation possibles et qui, si on prend, vous voyez un petit peu, vous voyez sans doute très mal parce que je crois que ça ne doit pas être forcément très net de l'autre côté, mais c'est pas grave, il s'agit pas, on n'est pas là pour faire de la chimie ce soir, c'est simplement, vous avez les polyéthers, polyesters, polycarbonates, polyamides, etc. Vous retrouvez des plastiques connus et donc vous avez des chaînes monomères dans la première colonne et puis ce module se répercute un certain nombre de fois jusqu'à obtenir ce qu'on appelle des macromolécules et c'est tout le comportement de ces macromolécules entre elles qui vont expliquer toutes les propriétés physiques, mécaniques, dynamiques des matériaux dont on va parler ce soir. Un des critères importants dans ce domaine est la longueur de la chaîne moléculaire. C'est la longueur de la chaîne moléculaire, longueur moyenne, parce qu'il y en a forcément, elles n'ont pas toutes la même longueur, il y en a des petites, des moyennes, des grandes, mais la longueur moyenne des chaînes moléculaires va être la caractéristique principale qui va définir aussi bien la dureté que le module d'élasticité. Alors, c'est cette différence de longueur moyenne de chaîne va conduire à classer les polymères en deux grandes familles qui vont donc dépendre disons, de leur limite de déformation élastique. Si vous voulez, on peut considérer que, en gros, en moyenne, les métaux ont une limite élastique de 10%. Après, on passe dans le domaine plastique, comme on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, pour les polymères, on va distinguer deux grandes familles. Une famille de grande élasticité, qu'on va appeler des élastomères, et une famille de faible élasticité, qu'on appellera des plastomères. Ce qui fait qu'il aurait fallu donner comme titre à la présentation de ce soir plastique et caoutchouc ou plastomère et élastomère, si on avait voulu être puriste. Le caoutchouc vulcanisé, bien entendu, fait partie des matériaux à grande élasticité et des matériaux comme des polyéthylènes vont faire partie des matériaux à faible élasticité. Je parlerai de grande élasticité quand la possibilité d'allongement sera de 5 à 10 fois la longueur initiale. On parle de 500 à 1000% de limite élastique. Pour un plastique, c'est un peu au-dessus d'un métal, ça sera de 10 à 20%. Alors, on a donc toutes ces macromolécules
ce plat de spaghettis, pour reprendre mon image de tout à l'heure, mais elles ne sont pas indépendantes. Comme les spaghettis, si vous voulez, dans l'assiette, ils collent un petit peu entre eux. Alors, à l'état solide, on a en général des liaisons de faible énergie qui existent entre ces macromolécules. Alors, vous avez ici, pour du polyamide, des grandes chaînes de macromolécules, et puis des liaisons assez faibles, dites liaisons hydrogènes, qui les attachent un petit peu entre elles, qui sont de faible énergie, mais dont le très grand nombre pallie quand même le faible niveau énergétique et permet de donner un aspect solide à l'ensemble du matériau. Alors, si on chauffe un matériau comme celui-là, eh bien, toute la structure, comme je vous l'ai dit, se met à vibrer, tout l'édifice moléculaire, et donc, ces liaisons ne seront plus assez solides pour attacher les spaghettis entre eux. Et donc, sans détruire les liaisons chimiques, qui sont très solides, celles-là, liaisons dites de covalence, eh bien, le matériau va fondre et va progressivement passer de l'état solide à un état pâteux en allant, au fur et à mesure que la température s'élève, vers l'état liquide. Un petit peu comme si on soumettait le plat de spaghettis ou les spaghettis bien chauds collent entre eux, si on faisait un peu vibrer l'assiette, eh bien, on verrait que l'ensemble, si les spaghettis sont en tas, ils vont commencer à se rapprocher d'un état liquide et donc couler et redevenir avec un plan horizontal à l'intérieur de l'assiette. Donc on passe ainsi de ce qu'on appelle l'état solide à l'état visqueux, et la viscosité étant la grande caractéristique, bien sûr, de tous ces matériaux. Alors si maintenant je reviens, je fais marche arrière et je refroidis de nouveau, je reviens à la température initiale, eh bien naturellement, les liaisons vont se reformer et je vais repasser à l'état solide, c'est-à-dire que j'aurai conservé malgré tout la forme que j'aurais pris à chaud. C'est-à-dire que si je refroidis mes spaghettis, ils ne vont plus glisser, mais ils garderont la même forme. On comprend bien qu'on a là le moyen de mettre en forme ces matériaux. Ces matériaux que je peux mettre à l'état pâteux, sinon liquide, pour leur donner une forme, et ensuite revenir à l'état solide, on les appelle des thermoplastiques. Maintenant, ils ne sont pas tous comme ça. Dans certains cas, il existe des matériaux où il y a entre les macromolécules linéaires, il existe des pontages, des liaisons, et ces liaisons sont de nature chimique. Et donc, elles sont beaucoup plus solides que mes liaisons de faible énergie de tout à l'heure. Ce qui fait que quand je vais chauffer, elles ne vont pas se détruire. Et donc, c'est le cas de la résine polyester sur cet exemple, et donc j'ai beau chauffer, ça ne veut pas fondre jusqu'à la destruction thermique du matériau. Je dirais que j'ai affaire à des thermodurcissables. C'est-à-dire, il n'est pas question de chauffer et de refroidir. Là, une fois que c'est cuit, c'est le cas de le dire, au sens propre, eh bien, on ne revient plus en arrière. Le caoutchouc est un thermodurcissable, car après vulcanisation, il est cuit, et donc, si on le chauffe, on ne reviendra pas à l'état liquide, contrairement à un polyamide ou à un polypropylène. Alors, un autre effet de ces liaisons est de passer d'une structure que l'on peut considérer comme une structure linéaire, avec toutes ces molécules, à une structure, disons, tridimensionnelle. C'est-à-dire que dans l'espace, on a une sorte de maillage qui va un peu dans tous les coins, parce que entre mes spaghettis, c'est comme si je les avais attachés entre eux. Alors, si j'exerce cette fois-ci un effort, une sollicitation, comme on l'a vu tout à l'heure avec nos morceaux de matériaux élastiques, que ça soit en traction, en compression ou en cisaillement, eh bien, que va-t-il se produire? Les macromolécules, sous la sollicitation, vont s'aligner, mais elles vont rester attachées entre elles. Ce qui fait que si je relâche l'effort, naturellement, elles vont chercher à reprendre leur place initiale, car elles sont attachées, elles ne peuvent pas glisser, et j'aurai obtenu un matériau élastique.
la vulcanisation du caoutchouc consiste à attacher les macromolécules du caoutchouc. Ce sont des liaisons qui sont essentiellement à base de soufre, et les pontages de soufre, monosulfure, bisulfure ou autres, permettent d'attacher les macromolécules de caoutchouc et donc de donner toute la structure élastique de ces matériaux. Alors il est évident que si j'exerce un effort beaucoup plus élevé au-delà de la limite élastique, eh bien mes petits nœuds d'attache vont finir par casser et je vais rentrer dans le domaine plastique et là je ne reviendrai pas à l'état initial, j'aurai dépassé le seuil de limite élastique du matériau. Voilà, cette première partie, c'est un peu pour brosser le tableau des matériaux, des deux familles de matériaux que nous allons regarder aujourd'hui, parce que toute l'explication de leur comportement réside uniquement dans ce comportement interne de chaînes moléculaires liées entre elles, de leur longueur et de leur interaction. Donc, si vous voulez, on va commencer par le premier d'entre eux, le plus ancien, le caoutchouc naturel. Alors, le caoutchouc naturel, c'est vraiment un matériau très très ancien, et c'est un matériau qui n'a pas été inventé, mais en tout cas découvert par un Français. C'est Charles-Marie de la Condamine, qui au cours d'une expédition en 1735, parti de La Rochelle, c'était une expédition qui avait été organisée par l'Académie des sciences de l'époque pour mesurer 1 degré du méridien au niveau de l'équateur. Et ça prenait des mois de faire ça. Donc ils sont arrivés en Équateur, exactement à Guayaquil, puis là ils ont regagné Quito, et ce Charles de la Condamine s'est aperçu que les Indiens locaux jouaient avec des balles en caoutchouc un peu curieuses. Ils avaient même des chaussures en caoutchouc, et on n'en avait pas de traces, on ne connaissait pas du tout, ni en Europe ni ailleurs, ce type de matériaux, sauf peut-être quelques mentions qu'on a retrouvées bien plus tard dans des textes liés aux expéditions de Christophe Colomb, qui, donc, au XVe siècle, mentionnait l'existence de ce matériau bizarre, collant, élastique, qu'utilisaient les Indiens, Mayas, les Aztèques et disons, une bonne partie des populations locales de l'époque. Et donc cette découverte, c'est donc cette découverte de ce matériau, la Condamine a essayé de comprendre un petit peu en interrogeant les populations locales, d'où ça venait, qu'est-ce qui faisait qu'ils pouvaient utiliser ces matériaux, et il a découvert, en parlant, déjà le nom plus ou moins prononcé, parce que c'est très difficile à retrouver aujourd'hui la prononciation de quelque chose qui devait s'approcher de caoutchouc, on ne sait pas bien, qui était la désignation que donnaient les Indiens et qui en fait se traduisait par quelque chose comme l'arbre qui pleure ou le bois qui pleure, et donc effectivement la Condamine s'est aperçue qu'il tirait ce matériau qui était tout poisseux dès qu'il faisait chaud et tout cassant dès qu'il faisait froid d'un arbre, et qu'il l'obtenait en coupant la sève de l'arbre. Il faut savoir que le caoutchouc ne vient pas je dis de la sève de l'arbre, pardon, de l'écorce de l'arbre. Le caoutchouc n'est pas une sève, ne vient pas de la sève du tronc, ça n'est pas une résine non plus, mais est contenu dans l'écorce de l'arbre et mélangé à différents liquides, dont beaucoup d'eau, et qu'ensuite, en séchant, on récupère les particules de caoutchouc. Donc, il y a tout un système pour découper. Alors, ils avaient trouvé d'ailleurs que les Mayas jouaient un jeu qui s'appelait le tlachtli, et qui consistait, avec des balles en caoutchouc, à les faire rebondir sur des murs inclinés, et ça se jouait à coups de hanche et à coups d'épaule. On n'avait pas le droit d'y toucher ni avec les pieds ni avec les mains, ce qui fait qu'on ne peut pas considérer ça comme l'ancêtre ni du football ni du handball. Par contre, il y avait une sorte de rond à travers lequel il fallait faire passer la balle,
et donc c'est peut-être un peu plutôt l'ancêtre du basket. Il y avait des jeux, ça précédait en général les sacrifices humains, et c'était pas bon signe pour l'équipe qui avait perdu. Donc, c'est quand même donc on a retrouvé quelque chose là qui était une pratique très ancienne et puis qui bien sûr a disparu peu à peu. Et en fait, la deuxième étape a été, alors là, beaucoup plus sérieusement au niveau de l'effet. La Condamine, en revenant, avait parlé de sa découverte et avait ramené quelques morceaux de caoutchouc à titre purement folklorique. Il n'y a pas eu d'essai, il n'y a pas eu de test, ça restait une curiosité de salon. Et il en a parlé à un autre Français qui s'appelait François Fresneau, qui était ingénieur de la marine, et qui, lui, avait une autre expédition et est parti carrément, alors spécialement à Cayenne, et a étudié la pratique de saigner des arbres, et pratique qui est toujours utilisée aujourd'hui, d'ailleurs il n'y a pas de très grande différence, et a commencé à étudier la botanique de l'arbre que les autochtones appelaient EV, ce qui a donné le nom définitif d'EVA, et comme l'origine était brésilienne, le nom botanique du caoutchouc naturel, de l'arbre qui fournit le caoutchouc naturel, est EVA brasiliensis. Alors, la saignée, si vous voulez, ça se pratiquait un peu. Alors ça, sont des photos récentes, bien entendu, mais ça n'a pas beaucoup changé. Donc, il s'agissait de découper progressivement l'écorce et puis de récupérer dans une tasse un liquide blanc qui devenait foncé progressivement à la lumière et qu'on séchait et à partir duquel on pouvait récupérer le caoutchouc naturel. Alors, pendant toute la deuxième moitié du XVIIIe, je dirais qu'on n'a pas fait grand-chose avec le caoutchouc. C'était une curiosité. On a essayé de le mélanger avec différents produits. Alors, c'est amusant parce que ça s'est répandu quand même en Europe. Les Allemands ayant repris le nom, je dirais, indien, inca ou aztèque de caoutchouc. Ils ont fait caoutchouc, puis ils ont fait gommi après aussi. Les Italiens ont pris gomma. Les Espagnols ont pris caoutchouc, et puis bien sûr les Anglais qui ne peuvent jamais faire les choses comme tout le monde, ils avaient trouvé que c'était intéressant de mélanger ça avec la poudre de je sais pas quoi, et puis ils avaient vu qu'en frottant, ben ça enlevait les écrits, ça permettait de corriger. Ils devaient se tromper plus souvent que les autres, je sais pas. Et donc ils ont inventé la gomme, qu'ils ont appelée Indian Rubber. Bon. Et donc le nom anglais est devenu rubber. Donc vous voyez que tout ça, même on ne peut pas traduire parce que derrière chaque mot, il y a une notion d'origine qui est un petit peu différente. Alors, on a essayé vainement de mélanger ce caoutchouc avec plein de choses, et il y a eu quand même en 1821 un dénommé Hancock en Angleterre qui a réussi à inventer une sorte de mélangeur avec des systèmes, avec un rotor, avec des dents qui essayaient de frotter, de casser les chaînes de caoutchouc, de partir d'un bloc, parce que si je sors ma boîte à malice, là, si vous voulez, le caoutchouc naturel, quand il est un peu séché, hein, donc il fonce à la lumière, le liquide n'est plus blanc, et on a ce genre de matériau. Et évidemment, pour essayer de mélanger ce matériau avec quelque chose, on voit bien que c'est quand même assez dur, il faut le couper, il faut trouver des solvants pour essayer de le rendre travaillable, et donc il y a eu pas mal de recherches, et on peut dire qu'Hancock, finalement, son masticateur, comme c'était le nom de l'époque, est peut-être l'ancêtre du mélangeur à caoutchouc, et même sûrement l'ancêtre du mélangeur à caoutchouc. Alors on a fait différentes choses avec ça, comme le faisaient déjà les Indiens d'ailleurs. Ils avaient déjà inventé l'imperméabilisation des vêtements. L'ennui, c'est que dès qu'il faisait chaud, bah, c'était un peu collant, et en plus, ça sentait pas très bon. Donc, il a fallu attendre une grande découverte faite, là, cette fois-ci, par un Écossais, dénommé Mackintosh. Le nom est resté, on a dit pendant longtemps un Mackintosh et non pas un imperméable, qui a eu l'idée, lui, de mettre le caoutchouc entre deux feuilles de tissu. Et puis, en fait, le grand virage, il date de 1839, c'est l'invention par Charles Goodyear de la vulcanisation, c'est-à-dire, bon,
On a raconté plein de choses là-dessus, ça relevait même parfois du conte de fées, tout a été dit et le contraire, mais en tout cas, à la suite d'expériences avec un coup de chance certainement très fort, comme toutes les grandes inventions, Goodyear a eu l'idée de mélanger du soufre et de chauffer, et donc il a inventé la vulcanisation, et le soufre a permis d'accrocher les macromolécules de caoutchouc naturel, et donc d'obtenir cette fois-ci un solide qui gardait son élasticité, qui n'était plus collant à chaud et qui n'était pas cassant à froid. Le caoutchouc moderne était inventé. Alors, si on continue un peu cette histoire, qui est quand même remonte assez loin, il y a eu derrière ça donc une explosion d'applications dans la chaussure, dans les imperméables, dans même des premiers bandages déjà, on ne parlait pas de pneumatiques, mais de bandages pleins pour des chariots, pour des vélocipèdes de l'époque. Et donc il y a eu une demande très forte de caoutchouc, et cette fois-ci, il y a eu des expéditions complètes et la mise en place d'une véritable agriculture de l'EVA brasiliensis, que les Portugais, pour des raisons que j'ignore, appelaient seringue, le nom de l'arbre, ce qui a donné le terme de seringueiros, qui étaient tous les ouvriers qui allaient travailler les arbres, puisque à l'époque, c'était purement de l'EVA sylvestre, c'est-à-dire il n'y avait pas de plantation, on achetait des concessions, et puis comme on achetait des mines un petit peu, et c'était la ruée vers l'ouest, mais très au sud cette fois-ci, pour acheter des concessions et puis récolter le latex. Alors il y a eu d'ailleurs il y a quelques mois un film à la télévision sur l'histoire de Manaus, et tout le succès de la ville de Manaus provient des seringueiros, et puis je dirais que là-bas on s'entretuait joyeusement pour obtenir les bonnes concessions. Et donc il y a eu on en manquait, ça suffisait pas, et cet arbre on pouvait pas le mettre n'importe où parce que il ne supporte pas de vivre au-delà à des températures inférieures de 10 degrés. Donc seules les zones tropicales pouvaient permettre de voir pousser ou de faire pousser des EVA, et il y a eu des essais pour faire des plantations. Et finalement, c'est un espèce d'aventurier britannique du nom de Wickham, qui était lui-même un peu seringueiros sur les bords, qui a ramené en Angleterre des graines. On a essayé de les faire pousser. Ça a été un quasi-échec. Disons que 3% des graines ont réussi à vouloir prendre, bien sûr sous serre, vous pensez, avec le temps qui existe en Angleterre. Donc, on a mis ça précieusement, on les a gardés en température, et puis on a emmené tout ça dans des zones, dans les colonies anglaises, là où on trouvait la bonne température, et ça a été assez lent, et ça a été tout le début des plantations d'Extrême-Orient. C'est lent à vue effectivement les premiers plans, mais ensuite très vite derrière la Malaisie, qui a donné les standards SMR20, etc. Et puis après, bien entendu, toute la Thaïlande, l'Indonésie, et donc, l'explosion que l'on sait est toujours, ce sont toujours ces pays qui sont les grands approvisionneurs de caoutchouc naturel. Alors, derrière, ça s'est développé. Le pneumatique, inventé par John Boyd Dunlop, donc un Irlandais. Ensuite, l'invention du pneumatique démontable avec chambre à air, et ça c'est la grande invention des frères Michelin. Et même les frères Michelin avaient équipé une première voiture qui s'appelait l'Éclair, qui mérite... vous voyez que le design était quand même déjà très poussé. Et tout ça a fait que le caoutchouc, c'était devenu un matériau stratégique parce que si on n'a plus de caoutchouc, on n'a plus d'armée, on n'a plus de camions, on n'a plus de trains. Il y avait déjà les Michelin, mais surtout il y avait les premiers avions. Et puis on n'a plus de tuyaux, on n'a plus de plein de choses. Et donc, une armée, elle peut plus se déplacer s'il n'y a pas de caoutchouc. Donc le caoutchouc a été un matériau stratégique. Et notamment
à la Première Guerre, eh bien, il y a eu le blocus de l'Allemagne. Et donc, les Allemands, ne pouvant plus s'approvisionner en caoutchouc naturel, ont travaillé dans leur laboratoire et ont mis au point le premier caoutchouc synthétique, ce qu'on appelait les caoutchoucs Buna. Alors, c'était pas très performant comme matériau, mais bon, en cas de guerre, on prend ce qu'on a. Et ça a été en fait le début de la synthèse des caoutchoucs synthétiques qui a commencé en Allemagne. Ensuite, les Américains ont pris le relais avec la fameuse invention du néoprène, donc de nom chimique polychloroprène par Dupont de Nemours. Et puis, ça a recommencé avec la Deuxième Guerre mondiale, et cette fois-ci, c'était les Japonais qui ont fait le blocus vis-à-vis des États-Unis. Et donc, ce sont les États-Unis qui, à leur tour, se sont mis à travailler et à synthétiser toute une série de caoutchoucs pour remplacer notamment le caoutchouc naturel. Alors, il a fallu attendre à peu près 1952 pour voir réellement le début de toute l'ère industrielle et les grandes familles de caoutchouc synthétiques issus de la pétrochimie. Il faut savoir que tous les caoutchoucs proviennent de la pétrochimie, sauf bien sûr le naturel, qu'à ce jour on n'a toujours pas réussi à remplacer. On ne sait pas retrouver les caractéristiques et les performances mécaniques du naturel. Et puis, en 62, 10 ans plus tard, apparaît ce qu'on appelle une autre nouvelle famille, des élastomères thermoplastiques, c'est-à-dire qui ont un comportement caoutchoutique sans avoir une vulcanisation. Alors, cette vulcanisation, c'est quoi? Alors d'abord, pour comprendre, il faut le meilleur moyen, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un rhéomètre. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin? Le rhéomètre, c'est un appareil qui sert à mesurer les propriétés de ces matériaux pâteux qu'on appelle, qui relèvent d'une science qu'on appelle la rhéologie. Alors la rhéologie, c'est la science un petit peu de ces matériaux. Ça, c'est un morceau de gomme de silicone. Alors, vous voyez qu'on peut en faire une boule. C'est un peu transparent, presque comme de l'eau d'ailleurs, quand il est bien propre. Je rebondis un petit peu, donc je ne l'ai pas fait bien rond. Et puis si je le laisse là, eh bien ça va gentiment couler. Et si on attend assez longtemps, ça va couler de la table. Et si je le mets dans ma poche, eh bien demain matin, ça sera passé à travers les fibres du tissu. Bon, la rhéologie, c'est la science de ces matériaux à comportement un peu bizarre, qui ont des effets de mémoire, et qui correspondent notamment aux gommes d'origine des caoutchoucs et de certains thermoplastiques. Donc l'aréologie, si on peut dire, fait partie de ce qu'on appelle des sciences dures, comme dirait notre prix Nobel, M. De Gennes, mais c'est une science dure pour une matière très molle. Et ça a des tas d'applications comme ça, mesdames, ça sert à faire des prothèses mammaires, entre autres, mais évidemment, c'est travailler avec de la silice, et avec ça, eh bien, on arrive à faire des tas de choses, ne serait-ce que les joints que vous avez autour de vos baignoires ou tout autre produit du même genre qu'on achète dans toutes les bonnes maisons de bricolage. Alors, revenons à notre appareil. Alors, le rhéomètre, finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est un système où on va avoir un petit rotor qui tourne plus ou moins 3 degrés, gentiment, à faible vitesse, et dans une chambre fermée où on va mettre notre morceau de caoutchouc cru, de mélange, et puis dans une cavité qui est fermée comme un tout petit moule, et puis on va chauffer. Et on va enregistrer l'effort, c'est-à-dire le couple sur l'axe, au fur et à mesure que l'on chauffe et que le temps passe. Alors on va chauffer par exemple à 180 degrés, et on va enregistrer la courbe du couple qui s'exerce pour faire tourner le petit rotor en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on observe? D'abord, on a un couple qui n'est pas nul, parce qu'il faut bien se remuer dans cette espèce de mixture. Et puis, au fur et à mesure que la température augmente, comme on l'a vu, les liaisons entre les chaînes commencent à
à se faire beaucoup plus faible, voire à disparaître. Et donc, on a un matériau qui devient plus fluide. Je ne vais pas dire réellement un liquide, mais plus fluide. Donc, sa viscosité diminue, et donc l'effort pour se remuer à l'intérieur va diminuer. Et puis, on va avoir un certain plat. Et puis, tout d'un coup, au bout d'un moment, eh ben, on va voir qu'on a une courbe qui monte et que le petit rotor, il a de plus en plus de mal à se bouger. Tout simplement parce que, à partir d'ici, va commencer ce qu'on appelle la vulcanisation. Et donc, on va progressivement passer d'un état liquide, pâteux, visqueux, à un solide élastique. Et donc, dans toute cette phase, je ne sais pas si j'ai affaire à un solide ou un liquide. C'est quelque chose qui est entre les deux, qui est en formation, complètement embryonnaire. Et donc, progressivement, je vais arriver ici à un morceau de solide élastique. On pourrait faire, ce phénomène existe dans l'agroalimentaire, c'est un phénomène de cuisson. Et si je continue, bien sûr, de maintenir ma température, plusieurs cas peuvent se produire. Avec certains élastomères, on va continuer de monter, ça va se durcir de plus en plus. Et pour d'autres, comme le naturel, au bout d'un moment, on va observer de nouveau des ruptures de chaîne et une mise en réversion qui n'est pas un phénomène réversible, il faut le préciser. Et donc, on comprend bien que, industriellement, on a intérêt à ce que cette pente soit la plus grande possible. C'est une question de rentabilité, il faut cuire le plus vite possible, mais dans le même temps, il faut cuire suffisamment pour obtenir les propriétés. Voilà, si vous voulez, très schématiquement résumé, ce qu'est la vulcanisation. Alors, derrière ça, il va falloir maintenant fabriquer le matériau. Parce que le caoutchouc, c'est très bien, mettre du soufre, c'est bien, mais on n'obtiendra pas des propriétés suffisantes pour bien des applications. Donc là va intervenir tout l'art du caoutchoutier. On dit parfois, c'est un peu l'étiquette de cuisinier qu'on lui met, parce qu'en plus il est très jaloux du secret de sa formule. Et il va travailler d'abord la matière première de base, c'est-à-dire les élastomères. Il a donc toute une famille d'élastomères à sa disposition, soit naturels, qui est en fait un polyisoprène de formule chimique. On sait faire du polyisoprène de synthèse, mais qui n'est jamais aussi bon. Et donc, c'est ce genre de choses. Et puis, il peut travailler également des polybutadiènes, qui sont utilisés dans les pneus, des SBR. J'ai bien amené ça dans ma boîte à malice. Voilà le SBR. Alors, dans vos pneus de voiture, c'est ça et ça, mélangé. Ça se reconnaît très bien. Du nitrile. Alors, le nitrile, c'est ça. Donc le nitrile, eh bien, c'est ce qui va servir à tout ce qui est tenu au fluide, à l'essence, au carburant. On a le polychloroprène, donc type inventé par les Américains. Alors là, ça se présente autrement. Là, c'est ce qu'on appelle des chips. Je vous déconseille de goûter, mais enfin, moi, si vous voulez, c'est à votre disposition. Donc là, on a affaire aux chips. Et puis, etc. Vous avez les copolymères isobutylène, isoprène, donc on appelle les butyles, qui sont les caoutchoucs dont la grande propriété est l'étanchéité. C'est ce qui servait à faire les chambres à air, qui étaient rouges, et également qui servent à faire à badigeonner, si vous voulez, le liner à l'intérieur des pneus sans chambre. Et puis le PDM qui tient très bien au vieillissement et qui sert à faire tout ce qui est étanchéité de vitres automobiles, de joints de porte, etc., qui résiste très bien aux intempéries. Bon, je passe sur toutes ces familles, il y en a beaucoup, et on va regarder ce qu'il faut mettre d'autre dans la formule. Alors, dans la formule, on a vu qu'il y avait les caoutchoucs, mais on va ajouter aux élastomères de base des charges, et notamment le noir de carbone. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, c'est une poudre noire qui provient aussi d'un des composants du pétrole, qu'on appelle le feedstock, et qui est envoyé dans des fours, craché sous pression, on envoie des gaz, ça chauffe dans ces fours linéaires. Le feedstock, c'est ce qu'il y avait dans le Tagno, quand il y avait eu la pollution, là, enfin une non-pollution, d'ailleurs le bateau avait coulé, on avait pu récupérer, il n'y avait pas de pollution parce que c'était du feedstock, donc une sorte de fuel, une phase du pétrole qui est très lourde et qui donc ne s'est pas du tout répandue et on a pu aller le pomper dans les soutes. Et donc on crache ce genre de choses avec un gaz pour l'enflammer et puis par endroits on fait des injections d'eau, on dit qu'on trempe la flamme et on obtient cette poudre noire
qui est toute la structure mécanique d'un pneumatique. C'est pour ça que la plupart des caoutchoucs, d'un pneumatique, excusez-moi, d'un caoutchouc, c'est pour ça que la plupart des caoutchoucs, vous les verrez toujours noirs s'ils ont une application mécanique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à essayer de remplacer, avec l'histoire des pneus verts notamment, avec des silices et puis éventuellement d'autres charges mais qui n'ont pas les propriétés mécaniques. C'est le noir de carbone qui va donner tout le squelette mécanique d'un caoutchouc. Alors à côté de ça, on va mettre des plastifiants, il faut bien faire le mélange. On va mettre le système de vulcanisation, très souvent du soufre, mais ça peut être d'autres choses, des peroxydes. On va mettre des agents de protection, et puis on peut mettre divers ingrédients, par exemple des agents gonflants si vous voulez faire du caoutchouc mousse. Et donc, la transformation de tout ça, ça va consister à mélanger, soit en mélangeur interne, soit en mélangeur sur cylindre, et ensuite, eh bien, soit extruder, soit accalandrer, soit fabriquer des confections qui vont être placées dans des moules pour former les pneumatiques, soit à mettre dans des presses pour mouler. Alors, très rapidement, voilà à quoi ressemble donc un mélangeur interne. On charge les matériaux, les différents ingrédients dans la trappe, et puis on a 2 rotors qui engrainent et qui vont malaxer tout ça. Voilà à quoi ressemble un mélange caoutchouc sur un jeu de cylindres. Donc ça peut être des petits cylindres de laboratoire ou de très gros cylindres pour affiner la matière. Et puis ensuite, eh bien, on transforme ça, soit en mettant le caoutchouc dans un moule qu'on ferme et on chauffe. Et puis quand on le sort, eh bien, c'est chaud, mais la forme est donnée. Donc on a bien un objet. Soit en transférant, c'est-à-dire qu'on met la matière dans une partie du moule qui, à la fermeture sous la presse, va pousser ce piston supérieur et la matière va être injectée dans les différentes empreintes. Ou bien encore, on utilise l'injection, donc une vis, qui va avaler le caoutchouc cru, le mélange de caoutchouc cru, va le plastifier et va le pousser dans les différentes empreintes. C'est le même schéma, si vous voulez, pour une extrudeuse, pour obtenir un profilé, mais cette fois-ci, un profilé ne va pas être cuit dans un moule, mais dans un système de cuisson continue, comme par exemple l'UHF, c'est-à-dire un système de micro-ondes, mais au lieu de mettre ça, de le laisser dans un micro-ondes fermé, comme pour une cuisson dans votre cuisine, et bien là, ça ne fait que traverser le micro-ondes, la température s'élève, un four à air chaud pour maintenir pendant un certain temps, et à l'autre bout, vous avez un profilé qui est éventuellement multimatière et qui est cuit. Tous vos joints de porte de voiture sont faits comme ça. Alors, une des propriétés de ces matériaux, c'est l'amortissement. C'est-à-dire que si on trace un cycle effort-déformation, eh bien, si en fonction de l'effort, par rapport à la déformation, je trace cette courbe, et si je relâche l'effort, je ne vais pas revenir sur cette courbe, mais sur une courbe inférieure. Ceci traduit un phénomène d'hystérésis, c'est-à-dire que l'air qui est là représente l'amortissement. Ça veut dire que j'ai dissipé de l'énergie dans l'atmosphère, sous forme en général, sous forme de chaleur. Et donc, un ressort caoutchouc est à la fois un amortisseur. Un ressort pur, comme vous le savez, n'amortit pas, même si on dit souvent le ressort amortit. Le ressort, il emmagasine de l'énergie et il vous le rend intégralement. L'amortisseur, lui, il transforme l'énergie que vous lui donnez en chaleur et donc il ne vous la rend pas. Et si je prends ces 2 petites boules, il faudra peut-être baisser le micro pour pas que ça fasse pas trop de bruit. Si vous voulez, entre et celle-là, vous avez le même ressort. C'est-à-dire que si on les écrase, on va suivre cette même courbe. Mais la blanche va suivre une courbe qui va être très voisine, alors que la bleue va suivre une courbe qui va s'en éloigner beaucoup. C'est le même ressort, c'est la même dureté, mais le coefficient d'amortissement est différent. On a donc ici toute une possibilité d'application des caoutchoucs dans le domaine des suspensions, de l'antivibration. Voilà un support, par exemple, support moteur. Vous avez ça sur toutes vos voitures. Donc on a un système en caoutchouc amortissant. Et puis même, maintenant, on a besoin d'avoir des systèmes amortissants intérieurs qui augmentent le coefficient d'amortissement
pour augmenter le confort et moins transmettre de vibrations aux conducteurs et aux passagers. Alors l'effet Mullins, c'est un petit peu différent. L'effet Mullins, c'est que quand vous sollicitez votre morceau de caoutchouc pour la première fois, c'est très bien. Mais si vous recommencez, vous apercevez que vous ne suivez pas la même courbe. C'est-à-dire que le caoutchouc, comme s'il devenait plus souple chaque fois qu'on le sollicite. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Mullins, cette espèce d'effet mémoire. Quand vous connaissez cet effet, croyez-moi, après, vous ne faites plus jamais de saut à l'élastique si jamais le cœur vous en dit une fois. Alors, rapidement, pour en terminer avec le caoutchouc, 10 minutes, c'est bien. Je passe très vite sur les produits, éventuellement pour répondre aux questions. Bien sûr, tous les pneumatiques, c'est clair. Tout ce qui est caoutchouc industriel, l'automobile consomme 76% du caoutchouc. Il y a 1400 pièces caoutchouc différentes sur une automobile, depuis le pneu jusqu'à des tout petits bouts de caoutchouc dans des circuits de freinage. Tubes et tuyaux, la câblerie, bâtiments, génie civil, tous les appuis de pont antisismiques, tous ces ponts, vous voyez la pile du pont, vous voyez le pont dessus, puis il y a un petit truc noir là entre les deux, on ne sait pas bien ce que c'est, c'est un support caoutchouc. L'électroménager, l'habitat, l'aérospatial, tous les loisirs, les chaussures de sport, les bottes, le médical, le paramédical, les gants de ménage, les gants de chirurgien, les préservatifs, les tépides et j'en passe. Et puis tout ce qui est colle et adhésif, je n'ai pas ajouté, mais même le chewing-gum, pour information, c'est aussi du caoutchouc et c'est même le même mélange que celui de vos pneumatiques, si ce n'est qu'on met des agents plus agréables. Mais c'est exactement, c'est du naturel et c'est du SBR. Le seul qui soit dangereux, c'est, pas faire de contre-publicité, mais c'est un certain caoutchouc qui est à base de butyl et celui-ci, je vous déconseille de le donner à vos enfants, c'est le seul où il faut opérer si jamais il leur vient l'idée de l'avaler. Quel est l'avenir du caoutchouc? Eh bien, c'est un matériau discret parce qu'il est peu connu, parce que les gens ne le voient pas, parce que on le voit, c'est tout noir, c'est pas bon, puis on ne sait pas que derrière, il y a toute une technique et des choses très scientifiques. Donc c'est un matériau dont on ne peut pas se passer, sinon il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus d'électroménager, il n'y a plus de plein de choses. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Il faut dire que peut-être l'école du caoutchoutier, son secret de la formule, et puis une certaine éthique du secret de toute la profession. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du matériau, et il est globalement mal connu du grand public. Et pourtant, on ne sait pas s'en passer. Tout s'arrête, si on n'a plus de caoutchouc, il n'y a plus de mécanique. Alors, les grandes actions, c'est les pneus de plus en plus verts. Bon, vous connaissez un petit peu la démarche, il s'agit surtout de remplacer le noir par... C'est pas la couleur, quand je dis vert, c'est pas la couleur, c'est le terme commercial qui est utilisé. En fait, il s'agit de remplacer le noir par des silices, et donc de diminuer le coefficient de déformation, et donc d'économiser de l'énergie. L'amélioration de la tenue de chaleur est un des axes. Les thermoplastiques, les élastomères thermoplastiques qui remplacent peu à peu les caoutchoucs vulcanisés. Et enfin, une meilleure maîtrise du comportement en service, c'est-à-dire d'arriver à prévoir exactement la tenue sur 10 ans, 20 ans, etc. Et puis tous les problèmes liés, bien entendu, aujourd'hui à tout ce qui est recyclabilité et valorisation. On en reparlera éventuellement s'il y a des questions. Je passe sur les matières plastiques. Alors les matières plastiques ont eu leur histoire, elles aussi, bien plus récente. L'invention, ça a commencé par l'invention du celluloïd, par les fers Hayat, et là, ça date de 1865. Les plus anciens se rappellent des baigneurs en celluloïd. Au début du XXe, c'était l'invention de la galalite, qui était aussi à partir d'un produit naturel, ça venait de la caséine du lait, et il a fallu attendre 1907 pour réellement avoir quelque chose de, je dirais, un peu chimiste, l'invention par Beckland de la bakélite, qui était très utilisée comme isolant. Et c'est réellement 1930, avec le résultat des travaux de Schrödinger, qui est un peu le père de la chimie des hauts polymères, c'est d'ailleurs à lui qu'on doit le mot de macromolécules. Et puis, après, 1935, arrivent les polyamides, et c'est l'explosion de tous les plastiques. Je vais vous montrer un transparent qui est totalement illisible, mais ça n'a aucune importance. Le but n'est pas de dire, c'est simplement de vous montrer cette espèce de fouillis où, partant du pétrole, à travers le cracking, les vapocrackers, on arrive au naphta, et là on arrive à toute cette série de caoutchouc et de thermoplastiques qui sont toutes issues du pétrole, sauf quelques exceptions.
ce pauvre PVC qui est bien attaqué par les lobbies écologistes, qui a la mauvaise idée de venir du sel, donc d'un produit naturel, du NaCl, et donc qui a le gros avantage, si vous voulez, lui, de ne pas être indexé sur le pétrole, alors que tout le reste, comme les caoutchoucs, comme les noirs de carbone, comme les huiles, on est complètement lié au pétrole en amont, et pour les caoutchoucs, un peu à l'automobile en aval, donc c'est souvent une industrie qui est un peu coincée entre deux mondes. Alors, la grande différence avec les caoutchoucs, c'est que, si vous voulez, quand on regarde avec la température, si vous voulez, la température ambiante est là. Eh bien, le caoutchouc, il est sur ce qu'on appelle un plateau caoutchoutique et il ne devient réellement rigide, ce qu'on appelle la transition vitreuse, que vers moins 60. Alors que les matières plastiques sont déjà à l'état vitreux, à la température ambiante, et ne vont effectivement commencer à devenir pâteuses qu'à des températures bien supérieures. Donc ce sont ces deux états qui font que le caoutchouc est un matériau élastique, alors que le plastique, par définition, est plutôt un solide, même s'il a une certaine élasticité, plus grande que le métal, mais il est plutôt en remplacement de matériaux traditionnels. Alors, sa transformation, injection, extrusion, le soufflage, technique des bouteilles d'eau minérale, le rotomoulage pour faire les gros tonneaux en plastique, le calendrage pour faire toutes les feuilles, le thermoformage, qui consiste à mettre une feuille, à la chauffer, ensuite à l'aspirer sur une forme. C'est tous les emballages de ce que vous achetez où il y a des petits composants dans des boîtes ou les boîtes à gâteaux, etc. C'est fait comme ça par thermoformage. Et puis l'estampage à chaud, ça se soude le plastique par des micro-vibrations ultrasonores. On arrive à souder des plastiques. On les peint, on les chrome, on peut les habiller. Donc toute une gamme de possibilités qui donne, alors, ce n'est pas la peine de donner la liste des applications. Nous sommes complètement entourés de matériaux plastiques. Il y en a partout dans toute notre vie quotidienne. Il faut y vivre avec. Et donc, les applications, on peut tout lister. Vous en trouvez dans tous les coins. Je termine avec juste quel est l'avenir un peu des matières plastiques. Eh bien, comme le caoutchouc, mais qui est parti de plus loin, c'est une industrie dite adulte. C'est-à-dire, il y a une croissance régulière. Ça remplace toujours progressivement. Il n'est pas question de revenir au bois, à la faïence, au métal, parce qu'on retrouvera du poids, on retrouvera des risques de corrosion, on retrouvera des fragilités. Donc là où le plastique a conquis un domaine, on ne revient pas en arrière. Mais c'est une croissance régulière et il n'y a pas à attendre, je pense, de grandes révolutions à court terme. Alors, il y a un des axes importants de progrès, c'est d'arriver à améliorer la tenue à la chaleur, pour développer de nouvelles matières et donc de nouveaux produits. Et on trouve effectivement également le remplacement de certains caoutchoucs. Ça, c'est un soufflet de transmission. Pendant des années, ces pièces sur les joints de transmission de voitures étaient en caoutchouc. Aujourd'hui, on les fait en plastique et ça tient. Un des axes également, c'est les structures composites, c'est-à-dire de relier. Dans le temps, tout ça, c'était du métal, on surmoulait de caoutchouc. Et maintenant, on fait une pièce d'un seul coup en plastique. Il n'y a plus de mécanique, ça marche tout seul, et on surmoule toute la partie souple en caoutchouc, dite thermoplastique, qui est liée dessus. En 2 coups de presse, vous faites une pièce comme ça, ce sont les grilles qui, dans les voitures, éliminent l'air vicié. Quand vous avez de l'air frais qui arrive devant, il faut bien que l'air reparte quelque part du véhicule. La meilleure maîtrise des procédés, toutes les méthodes de modélisation des écoulements dans les moules, de prédiction de la thermique des outillages pour bien refroidir. Là encore, il y a toute une science énorme et extrêmement complexe qui se travaille aujourd'hui pour créer les logiciels permettant aux plasturgistes de travailler plus vite. Et puis, bien entendu, alors, quelques nouvelles applications. À Nantes, notamment, il y avait le laboratoire du professeur Roussel qui travaillait beaucoup sur les électrodes poreuses de batterie. C'est-à-dire qu'avec une électrode comme ça, on avait l'équivalent d'une surface de 10 mètres carrés. Vous avez vu comme moi dans la presse que, il y a eu 2 Américains et un Japonais qui ont eu le prix Nobel parce qu'ils ont fait des plastiques conducteurs, alors que le plastique était plutôt utilisé comme isolant. Ça fait un peu penser, si vous voulez, à la réflexion d'Alphonse Allais qui disait que si on pouvait trouver le moyen de supprimer l'élasticité du caoutchouc, ça lui ouvrirait un tas d'applications nouvelles.
Et puis, bien entendu, comme pour les caoutchoucs, eh bien, on trouve le recyclage, la valorisation des plastiques. Ça, la presse abonde un peu de tout ça. On pourra en parler si vous avez des questions sur ces sujets. Merci de votre attention. Le vieillissement des polymères se caractérise souvent par une migration des plastifiants, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des matériaux qui suintent, qui goûtent, qui craquellent. Et lorsqu'on ne peut pas remplacer ces matériaux, un manteau de Paco Rabanne dans un musée qui colle, est-ce qu'il y a des moyens de replastifier ces matériaux? Et comment? De replastifier les matériaux? Non, ça ne se pratique pas. On peut toujours faire des choses en laboratoire, mais enfin, industriellement, ça ne se pratique pas. S'il s'agit de thermoplastiques, effectivement, on peut toujours les refondre et donc rajouter. Le refaire, il faut le refondre. Ah ben, si vous voulez le replastifier, il faut bien réintervenir au niveau de du matériau lui-même, de la composition du matériau. Donc, je ne sais pas, vous parlez de Paco Rabanne, si c'est les robes avec des petits morceaux de plastique, là... Je voulais dire, c'est qu'en mettant un produit dessus, un revêtement. Non. Non. Eh bien, on ne peut rien faire. Si vous voulez, on peut comparer ça à un phénomène que vous connaissez tous, quand vous achetez une voiture neuve. Quand vous achetez une voiture neuve, eh bien, pendant 6 mois, votre pare-brise est sale, mais côté intérieur, pas côté extérieur, ce qu'on appelle le fogging, et qui est les plastifiants de la planche de bord qui, petit à petit, donc, viennent migrer en surface, puis se vaporisent et viennent se déposer sur le pare-brise. Et donc, chaque fois que vous avez une voiture neuve, et je peux vous dire, si on savait empêcher ce phénomène, on le ferait, et on n'a pas trouvé de solution. Mademoiselle, là. Oui, c'était juste un petit point de détail. Je voulais savoir si vous saviez vers quelle époque les Indiens avaient découvert le caoutchouc. Puisque là, on a donné... Enfin, j'ai vu la date où nous avions pris connaissance. Oui, bien sûr. Mais on suppose que il y a plus de 2000 ans. On suppose, parce qu'après tout, si vous voulez, on pourrait dire, vous savez, on dit souvent que Noé est le père de la vigne, puisque l'arche de Noé, Noé a eu la bonne idée de garder un plant de vigne. Il est probable qu'il devait avoir un plant DBA brésilien 6, sinon on ne l'aurait pas trouvé. Je ne sais pas si ça peut vous aider au niveau date, mais... Allez-y, à vous. Vous m'avez inquiété parce que moi je viens à l'instant... voisin, moi, qui m'a donné un chamallow. Alors donc, d'après ce que vous avez dit, j'aurais mangé des trucs géniaux. Je ne parlais pas des chamallows, je vous rassure tout de suite. J'aurais mangé du plastique, donc du pétrole, donc je ne sais pas. Ah, ça c'est pas impossible, mais je connais pas la composition. Hein. Ah, je suis inquiet. Je parlais de chewing gum, hein. Je parlais de chewing gum. Chamallow, non, je ne sais pas. Il doit y avoir, ça doit être à base de guimauve ou de choses comme ça. Ouais, donc vous pouvez même pas me dire si c'est ou pas dangereux. Merci. Je n'ai pas fait l'analyse. Si vous voulez, je pourrais vous indiquer un très bon laboratoire qui se chargera de l'opération. Est-ce qu'il y a une question là où il y avait quelqu'un qui en haut avait demandé? Non? Non, alors monsieur, oui, allez-y. Oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir, vous monsieur. nous avez parlé tout à fait à la fin des nouveautés et du prix Nobel, et ce qu'ils ont fait, ce qu'on a découvert sur ces caractéristiques tout à fait étonnantes de matières qui produisent l'électricité, alors que jusqu'à maintenant, ça ne produisait pas. Vous ne pouvez pas étoffer un peu notre satisfaire. Écoutez, je le regrette parce que je pensais avoir la question ce soir et j'ai essayé de me renseigner ce matin et j'ai trouvé personne pour me donner l'information. Eh bien, vous voyez, nous sommes tous très intéressés par ça. C'est trop nouveau. Merci. Et j'ai rien trouvé encore dans la... Je crois que tout le monde a été surpris d'ailleurs de ce prix Nobel de chimie, parce que ce sont quand même des personnes, enfin il y en a un qui a 73 ans, l'autre a 64 ans et le japonais aussi a 64 ans. Donc ce sont des travaux certainement qu'ils ont conduits depuis un certain temps. J'en ai pas entendu parler, donc Allez, il faut attendre l'article sur... Il faut attendre un article un peu plus poussé. Ouais. Vous savez, c'est comme souvent les prix Nobel de littérature, on se précipite sur quelqu'un de complètement inconnu, hein, qu'on découvre à cette occasion. Hein.
Oui, c'est tout à fait inattendu. Mais je regrette de ne pas pouvoir vous répondre parce que j'ai essayé, j'ai pas trouvé. Merci. Oui, bonsoir. C'était par rapport... On ne vous voit pas. Ici. Levez-vous un peu, oui. Ah, d'accord, allez-y, c'est bien. Par rapport à l'acétate de cellulose, j'ai entendu dire que l'acétate de cellulose était constitué de coton. Et donc je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Je sais que c'est un thermoplastique, mais... À mon avis, l'acétate de cellulose, la cellulose vient du bois. Le coton, c'est sur un arbuste qui s'appelle le cotonnier. Donc je vois pas bien. Si ça contient de la cellulose, est-ce que ce serait pas issu donc directement du pétrole, mais d'autres... Ah non. À l'origine, c'était la cellulose du bois. Ça venait directement des troncs d'arbres, hein, qui a permis ensuite de synthétiser. Il faut savoir que le bois est un polymère. Hein. Donc, effectivement, il y a une structure fibreuse de macromolécules, et puis on a réussi. Alors, je n'ai pas le détail, ça se perd dans la nuit des temps, et c'est de l'histoire, parce que je crois que le celluloïd, il a disparu depuis déjà quelques décennies, mais à mon avis, ça n'a pas de rapport avec le coton. Et sinon, une autre petite question par rapport au recyclage du caoutchouc et des pneus, justement. Comment ça se passe à ce moment-là pour les recycler, puisque ce ne sont pas vraiment des thermoplastiques? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Je vais vous dire, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien parce que jusqu'à maintenant, on mettait ça dans les décharges. Et les décharges, elles vont être fermées en 2002. Alors j'ai fait un petit calcul. Si on prend tous les pneus usagés français et qu'on les empile, en une année, ça fait plus de 1000 km. Ça vous donne une idée un peu. Alors, les décharges donc vont être fermées, mais on a maintenu jusqu'à 2006 l'autorisation de mettre des morceaux de pneus. Je suppose que ça doit prendre moins de place. Faut savoir, ça ne pollue pas. Hein, faut pas. On dit tellement de choses dans ce domaine. Il n'y a pas de pollution. Il y a eu des tas d'essais de faits, d'écoulement d'eau sur des pneus, etc., y compris même sur des déchets qui auraient été stockés au-dessus de pneumatiques et qui auraient coulé. Ça ne pollue absolument pas la nappe phréatique. Il n'y a rien qui part dans la nappe phréatique à partir de morceaux de pneus. Mais c'est encombrant. Et les décharges, elles vont être fermées. Donc, il y a d'énormes chantiers qui sont en cours. Le laboratoire que je dirige travaille d'ailleurs sur ce sujet. Alors, il y a tous les problèmes de cimenterie, parce que en Allemagne, aux États-Unis, on utilise ça beaucoup dans les fours de cimenterie. Mais en France, il se trouve que nos ciments ont un peu trop de soufre. Donc, si on en rajoute, parce qu'il y a le soufre de vulcanisation, les cimentiers français, ils n'en veulent pas autant. Donc, on a des problèmes de ce côté-là. Il faut savoir, les États-Unis ont parfois des idées à l'échelon des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ferment une vallée, je ne sais pas trop où, dans les mountains, je sais pas lesquels, et puis on stocke les pneus. Et puis quand la vallée est pleine, eh bien on installe une usine thermique qui fabrique de l'électricité qu'on construit à la sortie de la vallée et on brûle les pneus. Bon, on ne peut pas envisager ça, je ne sais pas, dans une vallée, dans le Lot ou en Auvergne ou autre. Je ne suis pas très sûr que ça serait acceptable. Donc il y a un réel problème, il y a un vrai problème. Et puis, comme toujours, on va commencer par mettre une écotaxe. C'est déjà un bon moyen de traiter le problème. Le tout est d'être sûr que l'écotaxe, ensuite, elle serve réellement à trouver une solution. Ça, c'est un autre problème encore. Pardon ? Madame, là-haut. Oui, s'il vous plaît. Madame, en haut. Bonsoir, monsieur. Je suis pas très sûr que ça soit une solution. Après, ce sera vous. Bonsoir, monsieur. Vous avez dit au début de votre conférence que pour vulcaniser le caoutchouc, on mettait de la poudre. Je voulais savoir de quoi il s'agissait comme poudre. Et puis, je voulais savoir, c'est une deuxième question, et puis c'est la fin. À quoi peut servir la découverte des prix Nobel d'avoir des plastiques conducteurs, s'il vous plaît, si on le sait? Merci. Écoutez, tout de suite, pour la deuxième question, je crois que j'y ai répondu. Je n'en sais strictement rien. C'est sûrement très intéressant, mais jusqu'ici, les plastiques, on s'en servait plutôt comme isolant. Alors, il est possible qu'on puisse les utiliser, par exemple, comme écran ou en câblerie pour permettre des effets de champ, de protection de champs électriques ou de choses comme ça. Ce qu'on obtenait aujourd'hui en mélangeant les plastiques avec des noirs de carbone conducteurs, on obtenait le même effet. Mais je pense que c'est un peu académique pour l'instant. C'est le fait d'avoir réussi à rendre
conducteur du plastique qui est réellement la découverte, sans viser une application particulière. Alors en ce qui concerne les poudres, eh bien, j'ai dû passer un peu vite, faute de temps, mais quand vous faites un mélange caoutchouc, vous avez effectivement le matériau de base. Et puis on va mélanger comme poudre des poudres de noir de carbone. Il se trouve que le noir de carbone va donner toute la structure comme un peu comme un squelette élastique, si vous voulez. C'est la charpente du matériau caoutchouc en application. Alors, on va mettre du soufre, qui peut être en poudre, mais qui peut être sous d'autres formes. Ça, c'est l'agent de vulcanisation. Puis vous allez avoir tout un tas de poudres de petits produits qui vont être des accélérateurs pour que ça aille vite, qui vont être des agents de protection, qui vont être des agents gonflants, etc. Ce qui fait que quand vous mélangez, vous avez effectivement de la gomme, vous avez du noir de carbone qui est forcément en poudre, c'est gras, c'est collant, c'est ce qui fait que c'est toujours un peu sale dans les unités de caoutchouc, plus tout un tas de poudres en petits produits. Et bien entendu, comme il faut faire un mélange, eh ben on va mettre des huiles, parce que sinon on n'arrivera jamais à... Ça sera un mélange de solides et on n'arrivera jamais à avoir un matériau qui corresponde à une pâte que l'on puisse ensuite transformer et cuire. Vous n'êtes pas très loin de ça avec l'agroalimentaire. Pour faire un petit beurre, si vous voulez, ben vous mélangez des pâtes, vous mélangez des farines, vous mélangez avec des différents liquides, puis ensuite vous ajoutez des agents de sapidité, des agents de conservation, et ensuite ben vous extrudez dans une boudineuse, vous coupez des ébauches de morceaux de pâte crue qu'on va mettre dans des moules et qu'on va cuire, et ça va vous donner votre petit beurre. Et les gens qui travaillent ces matériaux travaillent avec des rhéomètres exactement comme dans le caoutchouc. Et puis après, il faut avoir la bonne dimension, parce que sinon les petits beurres ils se cassent dans la boîte, il faut qu'ils aient le bon poids, etc. Vous n'êtes pas très loin, si vous voulez, de ces modes de transformation où on part d'une pâte que l'on va cuire. C'est-à-dire on a affaire à ce que j'ai appelé des thermodurcissables. Une fois que c'est cuit, on ne revient pas en arrière. Alors qu'un thermoplastique, vous pouvez toujours le refondre, il sera moins bon en qualité, mais on peut toujours le récupérer, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs pour recycler des plastiques. Tous les thermoplastiques sont recyclables simplement parce qu'on peut les fondre de nouveau comme de la cire, si vous voulez. Ça répond à... Une dernière question, monsieur. Oui, en tant qu'industriel de la plasturgie, justement, je me permets de rejoindre un certain nombre de choses que vous venez d'évoquer, à savoir qu'effectivement, nous sommes confrontés très sérieusement au problème de plus en plus, je dirais, accentué de tout ce qui concerne l'environnemental, la recyclabilité et le traitement des déchets. Et de ce point de vue-là, je me permettrais de vous poser une question. Il semblerait qu'il y ait des recherches assez pointues qui ont été faites récemment aux États-Unis et qui portent sur la transformation de matières ou de molécules biodégradables. Est-ce que c'est selon vous une piste sérieuse? Et si tel ne devait pas être le cas, qu'est-ce que vous pensez de l'industrie, je dirais, des transformations des matières plastiques à terme, en termes justement des récupérations d'emballage, et ce qui risque d'être évoqué prochainement à Bruxelles, aussi bien en ce qui concerne le PP, le PHD, etc. Bon, je ne connais pas les travaux en question aux États-Unis. Je sais qu'on cherche toujours beaucoup de choses dans le domaine des biodégradables. Malheureusement, on n'a pas atteint les performances suffisantes. Donc effectivement, ça pourrait passer pour des sachets de supermarché, mais très vite, par définition, c'est biodégradable, donc ça se dégrade très vite, donc c'est difficile à stocker, etc. Alors l'autre question, c'est je dirais... Bon, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi à travers, si vous connaissez certainement les structures qui ont été mises en place à travers Valorplast, notamment dans le domaine des plastiques. Bon, il y a, si vous voulez, on distingue aujourd'hui la notion de recyclage et de valorisation. Bruxelles a commencé à peu près à définir, on dit qu'il y a recyclage quand il y a réutilisation pour le même genre d'application. On recycle une voiture si le produit, la matière recyclée, revient sur une voiture. On recycle un pneu si on peut utiliser le produit pour faire du rechappage et revenir sur un pneu. Puis il y a la valorisation. Alors la valorisation, ça veut dire qu'on essaye de faire en sorte que le produit est utilisé mais ailleurs. La matière est utilisée mais ailleurs. Alors il y a eu deux voies, entre la France et l'Allemagne par exemple. La France a préféré travailler la recyclabilité ou tout au moins une valorisation de façon à reprendre la matière plastique, qui est généralement au départ en granulés, donc refaire des granulés, reprendre les emballages, et puis essayer de faire des produits moins nobles avec. Parce que malgré tout, à chaque cycle,
eh bien la matière est quand même relativement dégradée. Donc on ne peut pas faire le produit aussi noble. La grande difficulté qu'on a connue, et les échecs des entreprises qui sont lancées dans ce domaine de récupération, c'est qu'on arrivait à une matière transformée, parce qu'il y avait tout le circuit de récupération. Derrière, il fallait quand même recycler complètement les matériaux, et on arrivait à une matière qui était moins bonne que la matière vierge et qui coûtait plus cher. Donc évidemment, personne n'en achetait, surtout qu'à ce moment-là, vous pouvez être tranquille, les grands de la chimie se débrouillaient pour baisser les prix et puis empêcher le circuit de se faire. Donc ça ne peut se faire que sur décision politique d'une taxe, et rassurez-vous, c'est le consommateur qui la paiera, hein, pour pouvoir amorcer le système. Sinon, c'est pas possible, ça n'est jamais rentable. Alors, on dégrade comme ça, puis je crois que le produit ultime, c'est le pied de vigne, quoi, en plastique, parce que ça, vraiment, on lui demande pas grand-chose à celui-là. Hein. Alors, on est quand même, quand on fait ça, on est quand même embêté, parce que à la fin, on a quand même le produit recyclé une fois, deux fois, trois fois, mais la matière, elle est toujours là. Alors, les Allemands sont partis complètement dans l'autre sens, ils ont préféré, et c'est toujours une solution possible, la valorisation thermique, c'est-à-dire on brûle. Et pour l'instant, c'est ce qui est utilisé pour beaucoup d'emballages. Ce que vous mettez dans vos poubelles, ça va dans les usines d'incinération pour faire éventuellement de l'énergie, du chauffage urbain ou des choses comme ça. Mais là, effectivement, on tourne un petit peu en rond. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je veux dire, revenir à une matière de base, revenir à la molécule coûterait tellement cher. Dans le même ordre d'idée, si vous voulez, il y a eu tous les essais de dévulcanisation par ultra haute fréquence. Ça marche. On arrive à dévulcaniser, à casser les liaisons soufre du caoutchouc, mais alors à quel prix? Et le problème est essentiellement économique et donc quelque part politique. Alors après, ça sort de Bruxelles et vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'à Bruxelles, tout peut arriver. Et le contraire de tout. Merci beaucoup.